C'est l'heure des informations sur la télévision nationale. Bonjour à tous et bienvenue. Après une dizaine de recours et une requête, les sages de la Cour constitutionnelle ont déclaré le code électoral conforme à la Constitution. Ils ont statué sur l'authenticité de la loi déférée au contrôle et à la création par la Sénat de nouveaux postes de vote. La vice-présidente de la République est actuellement à la 68e session de la condition de la femme aux États-Unis. En marge des activités, elle a partagé les prouesses du Bénin sur la question de l'égalité des genres. Et puis, le vaudou présenté à ma fille est un document qui vient de paraître. Il décrit et valorise le vaudou. Son auteur, le professeur Dodji Amozovi. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Le code électoral est déclaré conforme à la Constitution. Le verdict est tombé après que les sages de la Cour constitutionnelle ont examiné une dizaine de recours et une requête. Entre autres sujets sur lesquels ils ont statué, l'authenticité de la loi déférée au contrôle et la création par la Sénat de nouveaux postes de vote. L'essentiel à retenir de ces deux décisions avec Alessandra Dioton. Saisi par les députés Biosika Abdel Kamel Wassangari, Gafari Adeshokan, Habibou Orokoubou, Nourenou Achade, Kolaole, Djima Ogbon, Joël Godonou et Edwige Tossa épouse Asogba sur la question de l'authenticité du test de loi adopté par l'Assemblée nationale le 5 mars dernier, la Cour constitutionnelle répond. Relativement à ce point, la décision DCC 24-40 du 14 mars 2024 de la Cour stipule ce qui suit. Considérant que les membres de l'Assemblée nationale requérants soulèvent que la mouture de la loi, objet de contrôle en ses articles 37 et 41, n'est pas conforme à celle adoptée par la représentation nationale en sa séance du 5 mars 2024, qu'ils indiquent par ailleurs que l'article 42 voté ne figure pas dans la version officielle, considérant qu'en réponse, le représentant du président de l'Assemblée nationale précise que la version de la loi transmise à la Cour constitutionnelle par le président de la République fait foi, considérant que l'analyse des articles 37 et 41 susmentionnés, tels qu'ils résultent des recours adressés à la Cour par les députés et de la version soumise au contrôle de constitutionnalité ne révèle pas de contradiction, que de même l'article 42 n'y figure pas, qu'il s'ensuit que la question préalable soulevée par les requérants est inopérante. Sur le deuxième aspect de saisine, celui relatif à la création par la Sénat de nouveaux postes de vote, la Cour constitutionnelle, considérant que l'article 37 nouveau alinéa 1-3 du Code électoral dispose ce qui suit. Citation. Pour chaque élection, le Conseil électoral, sur proposition de la Direction générale des élections, désigne par arrondissement un coordonnateur chargé de l'organisation des opérations électorales. Par décision de la Commission électorale nationale autonome, les arrondissements de grande étendue ou ayant plus de 100 postes de vote peuvent être éclatés en plusieurs zones avec chacune un coordonnateur de zone ayant les mêmes attributions que le coordonnateur d'arrondissement. La décision visée à l'alinéa 2 du présent article est publiée au journal officiel et communiquée aux partis politiques au plus tard 30 jours avant la date du scrutin. Fin de citation. Cette disposition, selon la Cour, répond bel et bien à l'exigence d'efficacité dans la supervision des opérations de vote, de célérité dans la compilation des résultats et l'acheminement des plis aux structures compétentes. Elle garantit plutôt une meilleure organisation du scrutin et ne porte donc pas atteinte à la Constitution. Et suite à la décision de la Cour constitutionnelle qui valide le nouveau code électoral, Ghislain Pouguet et Brice Chibozo ont recueilli les avis de quelques citoyens. Voici un extrait de leurs propos. Si la Cour l'a dit, c'est fini, donc il n'y a pas de recours. Mais je pense qu'au lieu de chercher à tirer encore, à raisonner, etc., que les gens travaillent sur le terrain. Il faut que l'opposition, c'est-à-dire les démocrates, sachent que c'est la démocratie aussi. La Cour dit que c'est conforme, qu'ils acceptent comme ça et qu'ils travaillent réellement sur le terrain. On parle de 15% sur le plan national pour les législatives et 20% dans la circonscription. Ça arrange plutôt les démocrates. Il n'y a pas de panique. Je ne sais pas pourquoi les uns et les autres paniquent. Le gouvernement est dans son droit et les opposants aussi doivent savoir que c'est bon pour eux de travailler sur le terrain. C'est le quotidien des Béninois qui est important. Que les gens passent au quotidien des Béninois plutôt que de paniquer.
Le code a été accepté par la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce que la Constitution a prévu? Qu'est-ce que le code a dit? Les décisions de la Cour constitutionnelle, c'est sans recours. Si la Cour constitutionnelle juge le code conforme à la Constitution, alors c'est que c'est conforme à la volonté du peuple. Le sachant sait que c'est comme cela que la Cour doit agir. La Cour a dit le droit. Son travail, c'est de voir la conformité du nouveau code avec la Constitution. Pas plus. Tel qu'on m'a expliqué les choses, les sages de la Cour ont bien fait leur travail. Ceux qui pensent que la Cour allait rejeter le nouveau test ont fait preuve d'ignorance. Ils méconnaissent le fonctionnement de l'institution. Et pour d'autres citoyens, le nouveau code électoral consolide la démocratie. C'est du moins ce qu'ils ont confié à Ghislain Pouguet et Igor Ayossor. Voici le condensé de leurs propos. Le nouveau code électoral touche 43 articles de l'ancien texte et les modifie. Le législateur n'a voulu laisser personne de côté. Un texte qui vient participer à la consolidation de la démocratie au Bénin. Est-ce que nous voulons que notre pays avance ou bien nous voulons stagner et nous voulons rester simplement dans la médiocrité? Et le code électoral est venu pour régler certains problèmes que nous avons toujours eu dans notre pays. Nous avons eu des problèmes de transhumance. Nous avons eu des problèmes d'émiettement de partis politiques. L'objectif visé en faisant la réforme du système partisan et surtout avec le code électoral de 2019, l'objectif visé, c'est que nous puissions avoir de grands partis politiques, des regroupements d'envergure nationale. Pourquoi ce grand tollé? Pourquoi cette levée de bouclier contre cette version du code électoral? Puisque ceux qui font la levée de bouclier disent qu'ils sont du côté du peuple. Mais s'ils sont du côté du peuple, ils n'ont rien à craindre. Ils n'ont qu'à aller aux élections. Le peuple va les plébisciter. Au nombre des nouvelles dispositions, la réduction de moitié de la caution pour les candidats à l'élection présidentielle, 25 millions désormais au lieu de 50 par le passé. Mais aujourd'hui, puisqu'on a renforcé le mécanisme pour avoir des candidats crédibles, la réduction de la caution devient tout normal. Le président Patrice Talon a entrepris une consultation des partis politiques. Rappelez-vous qu'il a reçu les démocrates en premier. Chaque parti a fait sa proposition. Cette démarche, pour moi, est une démarche inclusive. Les démocrates, je pense que c'est eux qui le disent. Si nous méditons un peu, nous allons comprendre qu'ils sont en train de s'exclure eux-mêmes. Sinon, c'est eux-mêmes qui ont proposé ces 25 millions-là. Mais s'ils disent aujourd'hui qu'on les exclut du jeu, non, c'est pas ça. C'est ce qu'il doit dire à l'opinion publique pour se faire plaisir à la population béninoise pour dire que ça ne marche pas. Un texte qui fait de l'inclusion une priorité, libérant les énergies et les initiatives, donc la consolidation de la démocratie et d'un climat social apaisé au Bénin. Quelle sera la place de la femme? Jules Akwaekou et Ariane Da Silva ont tendu leur micro à deux femmes politiques. Voici ce qu'elles en disent. C'est dans la droite ligne du renforcement des acquis des partis, des grands groupes politiques, pour dorénavant être éligible à l'attribution de sièges de députés. Il faut, par ces concessions, avoir réalisé 20% des suffrages exprimés. C'est une nouveauté qui a quelques conséquences, mais positives pour les populations qui s'échinent à voter pour le leader, pour les envoyer, les représenter à l'Assemblée nationale. Il y a un autre point fondamental qui reste la fin vraiment de l'instabilité au niveau de notre choix, au niveau de la gestion même de notre choix, parce que c'est pas le choix qui est instable, c'est la gestion que nous faisons de notre choix. Nous avons légiféré pour mettre fin à la transhumance. Ça permet de fixer
les hommes politiques dans leurs choix, et en même temps ça nous oblige à construire notre leadership petit à petit. À travers ce code, on devrait pouvoir aujourd'hui nous doter d'une feuille de route qui nous permette de construire notre carrière. Pour les législatives, nous pouvons peut-être nous retrouver tête de liste dans nos circonscriptions parce que on se serait doté d'une méthode qui nous permettrait d'asseoir notre leadership, qui nous permettrait de mieux organiser notre mandat, qui nous permettrait de susciter vraiment des adhésions intelligentes et de telle sorte à amener le parti à être loyal vis-à-vis de nous. C'est vrai, il n'y a pas d'amendement spécifique lié à la femme, c'est pas l'envie qui nous a manqué, et ce n'est même pas l'opportunité que nous n'avons pas voulu saisir. Mais on s'est dit finalement, en attendant, de pouvoir légiférer pour que ce qui est valable pour les élections législatives le soit aussi pour les élections locales. Nous avons à travailler pour faire nos preuves. Le défi que ce code électoral pose, c'est que nous sommes obligés de nous adresser à toutes les couches. On ne peut plus parler que des jeunes. Nous sommes obligés d'être le parti des jeunes, le parti des moins jeunes, le parti des femmes, le parti des enseignants, le parti des artisans, le parti des paysans. Ce qui est certain, c'est que l'inclusion de toutes les couches de notre pays sera renforcée. Dans le reste de l'actualité, 2 nouveaux généraux de division de l'armée béninoise portent les galons. Il s'agit de Bertin Bada et de Fructueux Gbagidi. Au cours d'une cérémonie dans la pure tradition militaire, les 2 généraux ont reçu leur galon de général de division. Ghislain Pouguet et Brice Thibozo. Le général de brigade Fructueux Candide Akhodeyon Gbagidi, général de brigade aérienne Bertin Bada. Les 2 généraux avaient sur chacune des épaules 2 étoiles. Ils étaient généraux de brigade. Ils sont à présent généraux de division. 3 étoiles sur chacune des épaules. Le désormais général de division Fructueux Gbagidi est le chef d'état-major général des forces armées béninoises. L'officier Fructueux Candide Akhodeyon Gbagidi s'est distingué par des états de service remarquables. À votre poste d'attaché de défense près de l'ambassade du Bénin en France, vous avez usé de vos qualités de négociateur et de diplomate pour dynamiser la coopération militaire. Promu au poste de chef d'état-major de l'armée de terre en 2016, vous avez su élever les standards en matière de commandement et faire une gestion efficiente des ressources humaines pour rendre l'armée de terre pleinement opérationnelle. Chef d'état-major général des forces armées béninoises, vous avez démontré votre capacité exceptionnelle à mener vos hommes et femmes avec honneur et intégrité. Il est reconnu comme l'un des meilleurs chefs d'état-major général de l'armée béninoise. Les jeunes officiers le prennent pour modèle quant au commandement. Il a le respect et l'oreille de la troupe. L'armée de l'air a donné à l'armée du Bénin un général de division, le premier dans l'histoire des armées béninoises. Monsieur le général de division aérienne Bertin Bada, vous avez gravi tous les échelons de la spécialité, commandant de bord et instructeur pilote de l'armée de l'air du Bénin. Vous avez occupé plusieurs postes de responsabilité, dont notamment chef de division air au cabinet militaire du président de la République, chef d'état-major de l'armée de l'air. Votre intelligence et votre clairvoyance ont décidé le chef de l'État fait de vous un précieux collaborateur, directeur de cabinet militaire. À ce poste, vous faites preuve de compétence et d'un sens aigu de responsabilité. Le général de division aérienne Bertin Bada dirige le cabinet militaire du président de la République, chef suprême des armées. Connu comme un chef militaire rigoureux, il jouit d'une grande estime de la part de ses collaborateurs. Ces officiers sont à présent généraux de division pour prendre rang au 1er mars 2024. Par ces nominations, Patrice Talon renforce le commandement de ses troupes et par le même coup rehausse l'image de marque du Bénin dans le concert des nations. Et sur proposition du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, le Conseil des ministres, en sa séance du 13 mars 2024, a élevé Soumaïla Yaya, autrefois inspecteur général de police, au grade d'inspecteur général de police de première classe. Daniel Ada et Arnaud Adadja étaient à la cérémonie de changement de grade. Un cérémonial tout en couleur, il consacre le port de galon de Soumaïla Yaya. L'homme devient officiellement inspecteur général de la police de première classe, l'équivalent d'un général de division.
Cet officier supérieur titulaire de plusieurs diplômes, brevets et certificats professionnels a occupé de hautes fonctions au sein des forces de défense et de sécurité. Conseiller technique juridique du chef d'état-major général des forces armées béninoises en 2013, il a été élevé au rang de directeur général adjoint de l'ex-gendarmerie nationale, puis directeur général par intérim de cette institution en novembre 2015. Gendarme de haut rang, il a franchi différentes étapes. Il est l'un des acteurs qui ont aidé l'État à la création de la police républicaine. Ce port de galon est un mérite, une reconnaissance du travail bien fait. Cette promotion, la première dans l'histoire de la police républicaine, est le gage de la confiance sans cesse renouvelée du président de la République à votre personne et par ricochet à l'institution tout entière. Je voudrais saisir cette opportunité pour exhorter tous les fonctionnaires de police à se mettre davantage à la tâche afin de porter plus haut le flambeau de la police républicaine. Ces félicitations des ministres de la Justice, de la Défense et de l'Intérieur, des préfets de sécurité, des généraux et du haut commandement de la police permettent de faire de l'inspecteur général de la police de première classe, Soumaïla Yaya, un exemple pour la jeune génération. Je vous le disais en titre, la vice-présidente de la République séjourne aux États-Unis où elle participe à la 68e session sur la condition de la femme. En marge des travaux et sur initiative de CARE, elle a partagé les prouesses du Bénin sur la question de l'égalité des genres et la promotion du leadership politique féminin. Le point avec Jérôme Rumbo. Notre pays aujourd'hui fait de l'amélioration des conditions de vie et de travail des Béninois une priorité. Cette amélioration passe par la réduction des inégalités de genre, des fragilités et vulnérabilités féminines. L'Afrique, avec les yeux rivés sur le Bénin, s'inspire de sa politique pour l'égalité des sexes et la promotion du leadership politique féminin. La voix de la vice-présidente de la République du Bénin, Mariam Chabi Talata Zimeyerima, résonne depuis la salle Nelson Mandela à New York pour partager l'expérience du Bénin dans sa marche vers cet idéal, l'égalité des genres. En Afrique de l'Ouest, les inégalités persistantes entre les genres privent les femmes et les filles de leurs droits fondamentaux. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour mettre en lumière cette question et explorer des moyens d'accélérer le progrès vers l'égalité de genre. Sur cette question, notre pays a toujours misé sur le changement des normes sociales pour l'égalité homme-femme, l'inclusion et la participation des femmes aux instances décisionnelles. C'est pourquoi, au plan international, continental et sous-régional, il a adopté et ratifié, bien avant d'autres pays, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, le protocole de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique, la Déclaration solennelle sur l'égalité des sexes en Afrique, les plateformes de Beijing et de Dakar. Sur le plan interne, le Bénin, pour se mettre en conformité avec ses engagements extérieurs relatifs aux droits des femmes, s'est librement doté d'un certain nombre d'outils. Il s'agit, entre autres, de la déclaration de la politique de population au Bénin, la politique nationale de promotion de la femme, la politique de promotion de l'alphabétisation, la politique de promotion de la femme dans le secteur agricole et rural, la politique de l'éducation et de la formation des filles, l'Institut national pour la promotion de la femme, aujourd'hui réformé et appelé Institut national de la femme. La volonté politique de Patrice Talon, homme d'État, a permis d'enregistrer ce changement, a indiqué la vice-présidente. Des actions fortes sont ainsi posées, telles que la ratification des conventions, la modification de la Constitution, entre autres. À son accession au pouvoir en 2016, le président Patrice Talon, sur cette question, a entrepris de rompre avec la tradition, de prendre le taureau par les cornes, à travers des réformes très ambitieuses et courageuses visant l'autonomisation des femmes et la réduction concrète des inégalités hommes-femmes dans ses politiques et plans de développement. C'est le cas du plan national de développement 2018-2025, du programme de croissance pour le développement durable,
des programmes d'action du gouvernement 2016-2021 et 2021-2026. Pour lui, au-delà des célébrations, des déclarations, des politiques, plans et projets sensibles à la participation politique des femmes, il faut poser des actes concrets, pertinents, légitimes, légaux, favorables à la cause défendue, d'où la révision de la Constitution du 11 décembre, instituant désormais la discrimination positive en ce qui concerne la représentation du peuple par les femmes. La révision du Code électoral en 2019, qui permet l'élection d'au moins 24 femmes à chaque élection législative sur 109, soit 22%. Le pays n'a jamais dépassé le cadre de 10% de femmes depuis les indépendances. La loi 2021-11 du 20 décembre 2021 portant dispositions spéciales de répression des infractions commises à raison du genre, des personnes et de protection de la femme en République du Bénin. En moins d'une décennie, le pays a notamment fait avancer la cause de leadership politique des femmes. Il faut retenir que les femmes et les associations et organisations qui luttent pour la protection et la promotion de leurs droits doivent tenir compte du rôle prépondérant de la volonté politique dans la correction des inégalités de genre. Il faut retenir que l'égalité homme-femme, l'équité, l'autonomisation des femmes et la participation des femmes aux instances de prise de décision est une véritable question de justice et de développement qui ne concerne pas que les femmes, mais tout le monde. Il faut retenir que les organisations qui s'investissent dans ce secteur doivent stratégiquement faire la promotion de la masculinité positive, c'est-à-dire travailler à inciter, stimuler, encourager les hommes à s'engager, s'investir dans la défense, la protection des droits des femmes pour plus d'efficacité. Les États en difficulté ou à économie vulnérable ne peuvent, même s'ils le veulent, garantir à tous les citoyens la pleine jouissance de leurs droits humains fondamentaux. D'où la nécessité pour chaque État responsable de travailler dans un environnement international non inhibiteur et non déstabilisant à la consolidation de son économie, à la réduction de ses fragilités et au renforcement de son équilibre dans sa course vers l'atteinte des ODD. Avec des partenaires, notamment CARE International, le Bénin est soutenu techniquement et financièrement et enregistre des prouesses dans ses efforts pour l'égalité des genres. Cette séance de partage de l'expérience béninoise, initiée par CARE International en marge de la 68e session de la condition de la femme, a également permis de mettre en lumière l'expérience de la Côte d'Ivoire, représentée par sa ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. L'essor des technologies de l'information et de la communication donne lieu à plusieurs innovations. On parle aujourd'hui d'intelligence artificielle, mais aussi de chatbot. Qu'est-ce que le chatbot? Serait-il le nouvel outil pour impulser l'intelligence artificielle? Réponse dans le dossier du jour avec Ola Rodrigue Babagwito, Simon Villon et Hamatou Lawani. Si elle était un train, l'intelligence artificielle serait sans doute un train à vitesse de croisière. Tant les sauts effectués ces dernières années sont impressionnants. Depuis la fin de l'année 2022, par exemple, l'un des nouveaux wagons accrochés à ce train a pour nom ChatGPT. ChatGPT, un chatbot nouvelle génération qui a réponse à tout. Le chatbot, c'est un agent conversationnel. C'est tout simplement un programme informatique à qui vous posez une question et vous donne des réponses. Et la nouveauté ici, c'est qu'on a des réponses intelligentes qui peuvent prendre en compte le contexte. À titre illustratif, prenons le GPT-BJ, le chatbot Made in Benin conçu pour les Béninois. Voici la réponse à une question d'un citoyen béninois sur les droits du salarié en termes de congés payés au Bénin. Au Bénin, en tant que salarié, vous avez droit à des congés payés selon la loi 2015-18 du 1er septembre 2017. Pour bénéficier d'un congé maladie, vous devez saisir votre ministère d'une requête enjoignant le certificat médical, le certificat de prise de service et l'acte portant le dernier grade. Ce qui est bien, c'est que tu lui poses la question directement et tu as la réponse immédiate. Et tu peux même renchérir, tu peux poser des questions pour avoir des informations plus précises. La technologie
technologie qui est sortie dans la dernière année au niveau des agents conversationnels et de ce qu'on appelle l'IA générative a une forte valeur, a une performance importante, ce qui permet de créer plus facilement des agents conversationnels proches d'une interaction qu'on pourrait avoir avec un être humain. L'IA générative est l'un des domaines les plus en vogue de l'intelligence artificielle. Ses applications sont encore variées. Son expérimentation laisse place à plusieurs perspectives. Moi, je crois qu'avant tout, on doit développer des agents conversationnels au service du citoyen africain, qui va permettre aux citoyens africains d'avoir un accès à l'information complète, d'avoir une meilleure équité, une meilleure justice, un meilleur terreau socio-économique et de faciliter la vie de tout un chacun. Donc c'est à peu près ça la vision qu'on a et que le ministère aussi du numérique et de la digitalisation béninois a également. On a beaucoup de services aujourd'hui où quand le citoyen a besoin justement d'avoir davantage d'informations, il n'y a pas de disponibilité. Okay? Et donc du coup, le chatbot peut vraiment aider dans ce cas. Le chatbot peut aider également aussi, peut être également une porte d'entrée par rapport à tout ce qui est création d'entreprise. Par exemple, on a testé GPT-BJ, par exemple, on l'a demandé. Selon les initiatives du gouvernement béninois, selon le code des investissements au Bénin, quels sont les projets dans lesquels je peux investir aujourd'hui? Il nous a parlé de l'agriculture, par exemple, puisque le Bénin veut une agriculture qui produit davantage. Il a parlé de tourisme également. On sait que le Bénin investit beaucoup dans le tourisme aujourd'hui. Je pense qu'on tient là un outil qui peut vraiment nous rendre au même niveau que les pays occidentaux en termes d'information. Surtout ça. L'intelligence artificielle va bientôt passer du statut d'innovation de pointe à celui de technologie de masse. Elle connaît un véritable engouement depuis son apparition et semble amener à faire émerger de nouvelles innovations. Un nouvel ouvrage enrichit depuis peu les rayons des librairies béninoises. C'est un document qui décrit et valorise le vaudou. Son titre, Le vaudou présenté à ma fille. Son auteur, Dodji Amouzovi, professeur d'université, chercheur et membre du comité des rites vaudou du Bénin. Jules Akwaïkou et Ariane Da Silva nous donnent les précisions. Le vaudou présenté à ma fille, c'est le titre du nouvel ouvrage du professeur Dodji Amouzovi. Une œuvre qui relate des échanges entre un père et sa fille de 10 ans sur le vaudou. J'ai voulu accompagner ma petite fille de 10 ans qui, sans a priori, a voulu savoir un peu plus sur le vaudou. Suite à un choc qu'elle a reçu dans sa religion à elle, en raison de mon choix à moi. Avec toute la candeur d'un enfant qui veut savoir, elle m'a posé une série de questions. Vous avez des questions comme: qu'est-ce que le vaudou? Qu'est-ce que le fa? Qu'est-ce que le beau? Quelle nuance entre Bokono et Vaudounon? Pourquoi le vaudou n'a-t-il pas de grands édifices d'adoration? À toutes ces questions et dans une démarche pédagogique, Dodji Amouzovi a apporté des réponses. J'ai eu le temps de comprendre tout le tort qui a été fait au vaudou, tout le discrédit qui est jeté sur le vaudou. Et donc, j'ai essayé de déconstruire tous ces discours qui en réalité sont des discours faux. Et puis je me suis dit, il faut offrir à toutes les personnes, adultes, enfants, qui sont dans le même état d'esprit, de soif, de connaissance du vaudou, il faut leur donner l'occasion de lire. Lire pour mieux briser ce mythe. La naïveté dans les questions posées par la fille, la simplicité avec laquelle le père a répondu aux questions posées révèle la portée didactique de ce manuel et cela rejoint un autre projet, le projet de donner un nouveau visage au vaudou et à nos religions dans nos manuels scolaires. Le rôle de l'universitaire, c'est aussi de faire connaître ces savoirs endogènes qui peuvent nous permettre aussi de nous développer. Je suis heureux parce que ce livre permet de voyager à l'intérieur du vaudou, de nous promener à l'intérieur d'un monde vaste, que ce soit ce que nous connaissons en tant que vaudou originel, mais que nous connaissons également comme vaudou qui a voyagé à travers le monde.
Le Vaudou présenté à ma fille est un document de 124 pages pour 27 questions. Le livre est aussi disponible en version CD. Et voilà qui met un thème à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h avec plaisir.